Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être venus à la Maison des Travaux Publics, encore pour cet atelier débat qui est le dernier du cycle concernant nos débats, effectivement, sur la PPE, la PPL, qui était en cours et qui était en débat. On en connaît, en tout cas, cette étape de repos et de réflexion. Nous recevions, et il est là parmi nous, le député Gérard Le Sol, mais il n'est pas venu seul. Il est venu avec une députée fidèle qui travaille beaucoup avec nous, qui se passionne pour tous nos sujets et qui est Anna Pic. Donc Gérard Le Sol sera obligé de nous écouter très rapidement. Notre président, vous ne le voyez pas à l'écran, mais il est là. Je vous assure qu'il est là. Mais il se remet à côté de nos deux invités d'honneur qui vont effectivement débattre aujourd'hui dans ce cycle de la PPL qui est au cœur de l'actualité de ces dernières semaines. Entre son rejet dans l'hémicycle mi-juin, son adoption en seconde lecture par la Commission des affaires économiques du Sénat la semaine dernière et une nouvelle discussion à l'Assemblée qui devrait se tenir à la rentrée. Alors que la première discussion à l'Assemblée a donné lieu à l'adoption d'amendements pour le moins controversés, avec le moratoire sur les énergies renouvelables ou encore la réouverture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Le Sénat tente maintenant d'intégrer au texte les modifications ayant plus largement rassemblé les députés en espérant ainsi faciliter son adoption en deuxième lecture à la rentrée. Donc il y a encore du travail. Oui, mais peut-être, effectivement, quelles ont été les positions des socialistes en première lecture ? Gérard Le Sol. Merci beaucoup de votre invitation. Merci de votre question. Merci à Anna Pic de m'accompagner et de me remplacer pour répondre à l'ensemble de vos questions sur cette PPL Grémillet. Simplement en introduction, je dirais que nous sommes face à une situation extrêmement particulière puisque nous avons finalement des propositions de loi, majoritairement d'ailleurs issues du Sénat, qui sont aujourd'hui discutées à l'Assemblée nationale, dans une écriture qui, par définition, puisque ça vient du Sénat, n'est pas tout à fait conforme à la majorité de l'Assemblée nationale, même si elle est très plurielle, cette majorité. Et donc, nous sommes régulièrement confrontés à cette difficulté quasi institutionnelle d'un gouvernement qui ne dépose plus de projet de loi, mais qui fait passer ou qui accepte de laisser passer par des propositions ses propres ambitions. Et c'est extrêmement difficile pour les parlementaires de travailler dans ces conditions-là. Le seul texte d'origine gouvernementale qui est discuté actuellement, c'est le texte simplification de la vie économique. C'est le seul texte d'origine gouvernementale. Et c'est un texte qui est parti, parce qu'il n'a pas été piloté, il n'a pas été drivé, comme on dit, par les ministres, qui est parti dans tous les sens, avec notamment la suppression de la FIT, la suppression des ZFE, enfin des tas de suppressions qui n'étaient même pas prévues dans le texte initial. Donc nous sommes, avec cette PPL Grémillet, dans une certaine mesure, à l'envers de ce qu'il conviendrait de faire. C'est au gouvernement qui il appartient de définir sa politique énergétique et d'en discuter, de présenter ses orientations, ses ambitions auprès du Parlement. Et là, c'est le contraire qui se passe. Donc c'est extrêmement difficile et je laisserai Anna vous dire quelle a été notre position tout au long de ce débat et quelle sera notre position à la rentrée si le texte revient à la rentrée. Parce que là encore, nous ne savons pas dans quelle mesure les textes reviennent. Simplification économique, j'ai appris hier soir que la commission mixte paritaire devrait se tenir le 30 septembre. Mais nous n'en savons rien. Sur Grémillet, pareil. Enfin, donc, nous sommes dans une difficulté institutionnelle aujourd'hui du travail parlementaire qui ne facilite pas, finalement, l'expression légitime des uns et des autres, y compris des controverses que l'on peut avoir sur les projets énergétiques. Et, Brice, Monsieur le Président. Est-ce qu'on ne peut pas dire, Gérard, Monsieur le député, est-ce qu'on ne peut pas dire, du coup, que l'Assemblée est en train de prendre le pouvoir. Et au fond, il y a des pays où il y a un gouvernement d'assemblée, où c'est l'Assemblée qui prend le pouvoir. Et à ce moment-là, l'Assemblée est confrontée à un exercice tout à fait nouveau en France, qui est la recherche du compromis, l'initiative.
Ou est-ce que c'est totalement exclu? Alors, nous ne serions peut-être pas nécessairement d'accord, Anna et moi, mais parce que c'est une question profonde, mais la question est légitime, mais la réponse n'est pas celle que tu sous-entends. En fait, il n'y a pas aujourd'hui de pouvoir de l'Assemblée nationale, et c'est bien pour ça d'ailleurs que je vous ai dit que les textes passaient d'abord au Sénat ou étaient d'initiative sénatoriale ou d'initiative gouvernementale réécrit par le Sénat, etc. Ce qui fait que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a ni l'initiative, ni finalement la capacité à réellement, construire le débat et construire le texte. Donc on a une façade où on se dit, tiens, finalement, et pourquoi pas, moi je suis très favorable à ce gouvernement, on va dire, d'assemblée et à cette co-construction dans la vie quotidienne, dans une vie municipale. Anna le sait parfaitement, on fait tout ça dans la vie associative, dans l'entreprise, on fait tout ça. Et donc, moi je souhaite qu'on puisse le faire à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que l'Assemblée nationale, même si elle a le dernier mot, elle n'a pas le pouvoir réellement d'initiative, puisqu'il est pour l'instant plutôt drivé par les sénateurs, et donc, pardonnez-moi, mais par une écriture plus de droite libérale que ce que l'Assemblée nationale serait en capacité de faire ou accepterait. Donc, peut-être que nous sommes qu'à mi-chemin vers un gouvernement d'assemblée. On verra, ça dépendra des prochaines élections. Mais pour cela, il faudrait aussi un changement de paradigme de la part du gouvernement pour que nous puissions pleinement prendre notre part au niveau des parlementaires. Ça aurait pu être le cas. D'ailleurs, en effet, on aurait souhaité, c'est d'ailleurs la proposition qu'avaient fait les socialistes. C'est-à-dire que le nouveau Front populaire arrivant en tête, on avait exprimé le fait que le nouveau Front populaire était parfaitement conscient qu'il était arrivé en tête, mais en tête dans une tripartition, et qu'il n'y avait aucune majorité. Et qu'à ce titre, il s'agissait de trouver des majorités, mais de projets. Or là, on a complètement inversé les choses. Il n'y a jamais de recherche par le gouvernement de points d'appui. Il n'y a jamais de travail préliminaire sur les textes et que ensuite le produit finalement de ces discussions, de ces bases de discussion fasse l'objet d'un projet de loi dans lequel le gouvernement en place finalement demande une part de confiance et continue à travailler autour du débat à l'Assemblée, puisque c'est la représentation nationale quand même, l'Assemblée. Le Sénat et l'Assemblée n'ont pas tout à fait le même rôle quand même dans notre système institutionnel. Et là, pour éviter ça, eh bien, finalement, non seulement il n'y a pas de recherche de consensus de la part de nos ministres, mais par ailleurs, on va donner quelques idées aux sénateurs par des propositions. Une proposition de loi, ça veut dire pas d'étude d'impact. Sur les sujets qui nous concernent, c'est absolument incroyable qu'on n'ait pas d'évaluation et d'étude d'impact préalable. C'est vraiment... On marche à l'aveugle, quasiment, dans ce domaine-là. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Et puis, par ailleurs, sur cette PPL Grémillet, il y avait eu un travail précédent, qui est celui de la PPE. On a la PPE 3, sur lequel, je pense, qu'un grand nombre d'entre nous se sont rencontrés maintes et maintes fois, y compris avec les cabinets ministériels, pour essayer de trouver ces équilibres. Et je pense qu'en réalité, on les avait trouvés. S'il y avait eu un projet de loi pour stabiliser la PPE qui avait été écrite et mise en concertation par 2 fois, parce que c'est pas, la PPE, elle n'était pas juste un document écrit par un ministre, elle avait été mise en concertation par 2 fois. Donc il y avait eu des allers-retours à la fois avec les groupes politiques, avec la société civile, donc elle avait un appui. Il manquait effectivement un texte, un fondement juridique. Le fondement juridique, c'était évidemment au gouvernement de le faire, puisqu'il savait quels étaient les équilibres trouvés. Et non, il répond à une commande de l'extrême droite, à un ordre, une injonction de l'extrême droite. Et de fait, il s'appuie sur cette PPL qui venait comme sont venues d'autres PPL précédentes. On avait eu celle de Julie Lahernos, on en avait eu d'autres des PPL sur ce sujet-là qui avaient toutes été écartées d'un revers de main. Donc faire le choix de cette PPL-là, qui instaurait quand même déjà un déséquilibre dans le mix énergétique,
C'était pas tout à fait par hasard. Et ça veut dire qu'en fait, on remettait en cause des équilibres négociés et trouvés à travers la PPE. Sinon, on y aurait retrouvé exactement les mêmes équilibres, avec des objectifs tant sur le nucléaire que sur les énergies nouvelles renouvelables. Or, ce qui nous apparaît aujourd'hui, c'est un déséquilibre total sur la vision du mix entre un nucléaire qui est quantifié, des objectifs quantifiés et zéro objectif en termes d'énergie renouvelable. Merci. Gérard, tu dois partir, donc je vais m'asseoir à ta place et continuer le débat avec Anna. Pour dire simplement que le sénateur Grémier est venu ici et il a déploré, comme vous, l'absence de loi. Et il a dit, mais on ne peut pas demander à des industriels de signer des contrats qui sont quand même avec beaucoup de zéros derrière, hein, sans avoir un fondement juridique sérieux. Parce qu'un simple décret, c'était une incertitude juridique préoccupante. Donc le sénateur Grémier a dit, c'est parce qu'il n'y a pas de loi que j'en ai fait une. Bon. Oui, c'est en partie vrai, mais c'est effectivement aujourd'hui la défaillance du gouvernement en tant qu'initiateur législatif. Je vous prie de m'excuser, je dois aller pour la présentation des conclusions de la conférence de financement sur les mobilités par le ministre des Transports. Et en tant qu'animateur de l'atelier fret, je dois être présent. Je vous remercie, cher président. Chers participants et Anna, merci de bien vouloir m'en excuser. Merci à vous. Merci, bon courage, monsieur le député. Nous remercions monsieur le député Gérard Le Seul, député socialiste, effectivement, de la Seine-Maritime. Voilà, merci. Nous reprenons donc le débat là où Madame Pic l'a laissé. Il y avait en effet une programmation de l'énergie, et cette programmation de l'énergie, qui était assez généreuse, si je puis dire, dans la production d'énergie, a été très critiquée. Elle a été critiquée par l'Académie des sciences ou des technologies. Elle a été critiquée par 2 ou 3 personnes qui ont dit quand même, tout ça s'est fondé sur des prévisions de consommation d'énergie qui ne se matérialisent pas. Donc il y a sans doute trop d'énergie, donc il y a sans doute trop de renouvelables. C'est arrivé sur les renouvelables surtout. Sur le thème, toute la vieille garde électrique est montée au créneau en disant, écoutez, on a déjà une électricité décarbonée, mais la consommation n'augmente pas. Pourquoi diable s'embêter à avoir en plus des renouvelables puisqu'on a déjà une électricité décarbonée? Donc c'est parti de là en quelque sorte. Il y a eu toute une espèce de critique comme ça qui s'est faite. Et pour nous, évidemment, la question, elle est un petit peu différente. Mais il faut électrifier puisque de toute manière, si on veut décarboner, il faut électrifier. Et donc nous sommes en retard dans l'électrification des usages. Et donc ça, c'est un petit peu notre leitmotiv. Nous voulons électrifier les usages, il faut électrifier les transports, il faut électrifier la consommation d'énergie des bâtiments, etc. Donc c'est en retard. Comment fait-on cela? Vous avez dans votre parti publié un document sur l'énergie qui est très intéressant, qui est fouillé, et dans lequel finalement vous dites, dans cette querelle entre le nucléaire et les renouvelables, elle n'a pas lieu d'être en ce moment. Certes, il faut donc que la consommation d'électricité augmente, donc il faudra des renouvelables, mais, et c'est ça l'élément nouveau, vous dites le nucléaire, en fait, c'est une énergie de transition, et dans les années 2080, on pourra passer à 100% d'énergie renouvelable. Donc, expliquez-nous comment un petit peu votre position s'écarte de la position de M. Grémier en ce moment, qui a été voté au Sénat et qui en effet insiste sur la part nucléaire plutôt que sur la part renouvelable. Bien, alors oui, il y a ce débat sur on produirait trop d'électricité, trop d'énergie. Bon, déjà, je rappelle juste que pour que l'économie fonctionne, il vaut mieux disposer de trop que de pas assez. Je pense que si on avait un problème de pénurie, et comme ça arrive, y compris dans des grandes puissances, une pénurie d'électricité, nous serions très très mal et on nous dirait que nous sommes vraiment des parlementaires inconséquents que de ne pas avoir envisagé la montée en puissance de l'électrification. Et d'ailleurs que nous souhaitons. Parce que je rappelle que l'électrification des usages, c'est un objectif. Et c'est un peu un cercle vicieux que de dire nous n'avons pas réalisé la part nécessaire d'électrification de nos usages, donc nous allons produire moins d'électricité, ce qui fait que du coup, on sera moins allant sur l'électrification des usages et on n'atteindra jamais les objectifs que nous nous sommes fixés.
collectivement, je crois, et qui ont été réitérés, ces objectifs-là, et pour lesquels il faudrait quand même qu'on multiplie par 2 notre production d'énergie nouvelle renouvelable dans les 10 ans à venir. Donc nous n'y sommes pas du tout. Donc en quoi la position de M. Grémillet s'écarte de la nôtre ? Déjà, dire un premier point, c'est que contrairement peut-être au message précédent du Parti socialiste, nous réintroduisons la nécessité, effectivement, d'un nouveau nucléaire. Un nouveau nucléaire. Oui, nous disons qu'il nous faut 8 EPR dans, effectivement, le programme que nous avons établi, pas basé sur de l'idéologie. Ce que nous avons entendu dans l'hémicycle ces derniers mois, ça n'est pas quelque chose qui est construit sur 2 éléments. Nous avons à la fois, bien sûr, la recherche de sobriété. Nous avons la nécessité, parce que nous n'avons pas construit pendant le nucléaire historique, pendant cette période de vie du nucléaire historique, où le coût de l'électricité est pour le coup très faible, puisque amorti depuis fort longtemps, nous n'avons pas construit des nouvelles infrastructures qui sont celles qui aussi répondent à un besoin de souveraineté dont on ne parle pas ici, mais je crois qu'au regard de la situation internationale, il faut aussi se dire que l'énergie, c'est un enjeu de souveraineté et que les énergies renouvelables, certes, elles ne sont pas toutes prédictibles et pilotables et qu'elles demandent un certain nombre d'adaptations, mais elles répondent à un enjeu de souveraineté qui est extrêmement important et donc de défense globale. Nous n'avons pas fait les efforts nécessaires pour investir sur la naissance de ces nouvelles infrastructures, tant pour la production en renouvelable que pour la création de nouvelles formes de réseaux, puisqu'effectivement, ça change complètement la manière d'envisager la distribution aussi. Donc, n'ayant pas fait on se rend compte que nous n'avons pas fait le nécessaire. Il nous faut maintenir de façon importante une base pilotable. Et parce que nous sommes des gens sérieux, nous disons que quand une centrale, quand un réacteur arrive à une 60aine d'années, certes, il y en a un certain nombre qui pourront être prolongés, mais quand il y a un problème de cuve, il y a un problème de cuve. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez, vous ne prolongerez pas. Donc, il faut être en capacité, évidemment, de renouveler ce taux minimal pilotable dont nous avons besoin pour la montée en puissance de l'électrification. Par ailleurs, il y a un enjeu aussi sur le vieillissement, ça veut dire une capacité de production qui est affaiblie. Nous avons aussi le dérèglement climatique et la baisse de nos cours d'eau qui pose un certain nombre de sujets sur l'efficacité de nos réacteurs, puisqu'effectivement, il peut y avoir des années et des périodes où les cours d'eau sont beaucoup trop bas pour pouvoir assurer le fonctionnement normal d'un certain nombre d'unités de production. Donc, tous ces enjeux-là font que nous considérons qu'aujourd'hui, nous avons besoin du nouveau nucléaire à hauteur de 8 EPR. Nous continuons aujourd'hui à considérer que les SMR ne sont pas une solution dans l'immédiat et qu'il nous faut vraiment accélérer sur ce qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus réversible et beaucoup plus facile à installer en proximité, c'est les énergies nouvelles renouvelables, en essayant, bien entendu, de construire un mix qui combine les différentes possibilités et aussi en assurant un rapport démocratique, justement, à la construction de ces nouvelles infrastructures. Est-ce que je peux vous interrompre, excusez-moi, juste en vous disant... Donc, un enjeu de souveraineté, et en effet, c'est très important. Et dans votre document, vous critiquez à la fois la libéralisation des marchés européens de l'énergie, et en même temps, vous dites qu'on est très, très attaché à l'Union européenne. Et vous dites qu'il faut également un marché européen de l'énergie. Et toute la question, au fond, c'est, si vous voulez, de la souveraineté, cette souveraineté est-elle européenne ou est-elle française ? Parce que ce n'est pas exactement la même chose. Si on a beaucoup d'interconnexions, ça veut dire que, par exemple, toute l'énergie solaire qui arrive d'Allemagne, il faut la prendre, puisque les marchés de l'énergie donnent une priorité aux renouvelables. Et donc, la question, elle est un peu... Cette souveraineté, c'est laquelle exactement ? Est-ce qu'elle est européenne ou est-ce qu'elle est nationale, française ? Non, mais, soyons clairs, aujourd'hui, la souveraineté, elle est française parce qu'elle est européenne.
Et qu'en réalité, l'Europe, mais oui, mais parce que évidemment que si on peut avoir à accepter et à acheter de l'énergie venue d'ailleurs, on l'a dit, on peut avoir des périodes de surproduction puisque ce ne sont pas des énergies pilotables. Donc comme on peut avoir des périodes de surproduction, il peut y avoir des échanges intéressants. On remarquera que l'Espagne et l'Allemagne ont quelques différences en termes de production solaire, de production éolien, et les deux sont des pays qui ont beaucoup basé leur réseau sur le renouvelable, mais nous avons besoin effectivement des autres. La question, c'est la question de la régulation, et pourquoi je dis que la souveraineté européenne, c'est aussi la souveraineté française, c'est-à-dire qu'il nous faut à chaque fois ces deux piliers. Mais quand l'électricité d'origine renouvelable arrive à flot, les prix sont négatifs. Et donc, à la limite, vous installez des nouveaux panneaux photovoltaïques, d'abord, vous perdez de l'argent. Par contre, vous l'avez dit, nous critiquons vivement la manière dont fonctionne le marché européen de l'énergie, évidemment. Et nous le critiquons vivement parce qu'on fait comme si ça n'était pas des flux. On fait comme si on pouvait stocker, et alors que ce n'est pas une réalité. Et qu'à partir du moment où on construit une production renouvelable et que nous savons que ça n'est pas pilotable, eh bien, il nous faut à la fois des échanges pour qu'il y ait une continuité du service et dans le même temps assimiler le fait que nous devons construire un système qui fonctionne pour des flux et non pour des stocks. On ne peut pas retenir, mais quand c'est produit, ça part dans les circuits. Si ça ne l'est pas, en tout cas aujourd'hui, on ne peut pas retenir. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas possible. Mais en tout cas, il faut construire un marché qui comprenne ces aspects-là. Et puis par ailleurs, il faut aussi considérer que l'énergie, je l'ai dit, c'est un enjeu de souveraineté. Mais donc ça voudrait dire construire un marché qui comporte cet aspect de stockage nécessaire. Ça veut dire, par exemple, je ne sais pas, demander aux producteurs d'énergie renouvelable de prévoir des batteries, par exemple. Non, ça c'est la deuxième phase. Aujourd'hui, nous le faisons avec des flux. Et donc on ne peut pas construire les prix de la même façon avec un produit qui est en flux ou avec un produit qui se stocke. Et donc, il faut considérer d'un, que c'est un flux, et deux, que par ailleurs, qu'il y a des enjeux, que c'est un bien commun et un enjeu de souveraineté. Donc, on ne peut pas, en effet, c'est pour ça que nous critiquons le fait que ce soit basé uniquement sur une méthode libérale et que, de fait, ça crée des biais importants et des fluctuations extrêmement importantes qui sont difficiles à supporter, évidemment, pour les concitoyens européens. Donc, quand je dis que la souveraineté européenne, c'est la souveraineté française, c'est que les liens, ils ne sont pas que des liens commerciaux. L'Union européenne, c'est un accord et une construction politique. On a vu que lorsque nous construisons nos accords politiques que sur des accords commerciaux, eh bien, ils pouvaient être défaits. Je crois que l'image, justement, de notre relation avec la Russie post-soviétique montre bien que le lien commercial ne suffit pas et qu'il faut construire autre chose et des accords politiques et des choses qui nous engagent de ce point de vue-là pour avoir un horizon qui soit un peu souhaitable avec des gens qui planifient la manière dont on vivra dans 10, 15, 20 ou 30 ans. Et qu'à ce titre, ce que nous souhaitons de l'Union européenne, c'est qu'elle vienne renforcer ce que nous souhaitons préserver, ce que nous souhaitons construire pour l'avenir et pour nos concitoyens français. Et en énergie comme en défense, et comme je suis chef de file défense, voilà, je le dis, il n'y a pas de souveraineté française sans finalement une capacité à créer cette idée d'interdépendance, mais de souveraineté européenne dans le même temps. Bon, c'est une importante position, hein, et donc on est évidemment intéressé de connaître la manière dont vous voulez organiser le marché de l'énergie, hein, parce que c'est une question donc, qui agite tout le monde en ce moment. Alors, je ne suis pas une spécialiste. Marie-Noëlle Battistel est beaucoup plus spécialiste de la question du marché que moi-même. Elle est venue d'ailleurs, et nous avons beaucoup parlé de son rapport sur l'hydroélectricité, en espérant qu'on arrive à trouver un accord avec l'Union européenne. Précisément. Là encore, on a justement cette petite discussion, hein, avec l'Europe. Peut-être que dans la salle... Alors, oui, effectivement, il y a des questions qui viennent de l'extérieur.
On est un petit peu moins nombreux en cette fin de cycle, mais les débats ont déjà bien démarré. En tout cas, avant de démarrer les questions, j'aimerais vous poser une question, Madame la députée. On a pointé du doigt l'énorme absentéisme à l'Assemblée lors des votes et de la présence et des discussions de ces sujets. Est-ce qu'à votre avis, l'amendement sur les renouvelables ou sur le nucléaire aurait eu lieu dans ce sens-là s'il y avait eu plus de présence? Alors, on peut se dire qu'effectivement, si la totalité des députés avaient été là et avaient voté en leur âme et conscience, peut-être qu'il y aurait une majorité plus claire pour un mix plus équilibré. Quoique, puisque lorsqu'on voit cette idée qui se diffuse sur le moratoire sur les énergies renouvelables, eh bien, dans ce cas-là, je me dis qu'en réalité, si vous comptez bien, il y a une fracturation de ce qui, normalement, s'appelle le socle commun, mais il apparaît qu'il n'est pas très commun et que, en réalité, c'est bien pour ça qu'une grande part des députés qui ne veulent pas devoir se positionner contre le gouvernement, mais qui font partie normalement de ceux qui constituent la majorité, préfèrent ne pas venir. Oui, on a évidemment, ça se voit, un hémicycle qui apparaît comme un peu vide. La réalité, c'est que les spécialistes, tous ceux qui ont suivi en commission ces textes, sont là. Donc, on a une proportion qui correspond peu ou prou, et c'est toujours... On note effectivement un absentéisme plus important de la part du socle commun, mais on a... peu ou prou, on retrouve un peu les équilibres. Même si les membres des commissions sont là. En gros, les membres des commissions sont là. Voilà. Et c'est toujours, parce que vous le savez, on a énormément de textes en même temps, puisqu'il y a tout un tas de petites propositions de loi, mais qui changent énormément de choses, qui sont débattues dans les commissions pendant que nous sommes dans l'hémicycle, et que c'est toujours le problème de l'Assemblée nationale. On est un des seuls parlements qui fonctionne comme ça en Europe. Nous mettons tout en même temps. Vous devez être dans l'hémicycle pour voter et débattre. Vous devez être en commission pour préparer et débattre. Vous devez être en audition pour les commissions d'enquête, pour les missions d'information, pour préparer votre travail, parce que en fait, les choses ne nous viennent pas dans le cerveau comme ça directement. Il faut bosser un petit peu quand même. Et vous devez être en circonscription. On vous demande de faire du contrôle de l'action du gouvernement et de l'administration. Donc, en réalité... on n'est pas des surhommes ni des surfemmes, on est des gens comme les autres, et qu'à un moment, tout ça se bouscule et qu'on a eu cette période où des fois, on avait 3, 4, 5 textes différents dans la semaine, avec des petits bouts partout, avec des changements d'agenda répétés. Donc oui, on peut se dire que si tout le monde était là, vissé sur son siège, on aurait peut-être parfois des résultats assez différents. Mais évidemment, comme nous ne sommes pas payés uniquement pour lever la main sur un fauteuil rouge, nécessairement, il y a plein de moments où il y a beaucoup de choses à faire, des missions, etc. Donc, moi, je crois que malheureusement, c'est plutôt le signe que ces amendements qui sont passés, c'est plutôt le signe du dérive du débat public qui fait passer la démagogie et le populisme avant le débat éclairé et démocratique qui repose sur des bases scientifiques. Lorsqu'on dit qu'on va réouvrir Fessenheim, enfin, c'est une plaisanterie. On peut être absolument pro-nucléaire, et si ça a un sens, pour moi, ça n'a aucun sens de dire qu'on est pro-nucléaire. Enfin, je veux dire, je regarde la situation telle qu'elle est. Est-ce que j'ai un choix à faire ? Non, aujourd'hui... je le dis, et c'est pour ça qu'effectivement, les socialistes ont choisi de remettre la construction de 8 EPR. Notre question, c'était de savoir si on avait besoin de 6 ou 8, mais nous disons aussi qu'il faudra dire la réalité des chiffres. C'est que le nucléaire historique, il a été amorti depuis de longues dates, donc évidemment, il n'est pas cher aujourd'hui. Mais enfin, le nouveau nucléaire, il ne va pas être au prix de l'ancien. Donc, il faut se le dire. Le nouveau nucléaire, il n'est pas au prix de l'ancien. Mais pour une durée de vie longue.
au moins 80 ans. 60 ans. Voilà, on se dit ça. Donc c'est de Donc, l'investissement comme n'importe certes. quel industriel. Oui, Oui. mais les structures légères, c'est moins d'investissement à la base. Et une fois que vous avez fait les fondations, de la même façon, assez simple à transformer, à renouveler, etc. Et même avoir des machines plus performantes au fil des décennies qui passent. L'hydrolienne, qui est mon dada quand même. Il faut parler de l'hydrolienne. Je n'ai pas parlé de l'hydrolienne quand même. Eh bien, en fait, c'est une capacité de vie de 20 ans sans changement aujourd'hui. Les nouvelles hydroliennes. Bon, 20 ans, c'est pas je rappelle quand même que le nucléaire, c'est des arrêts de tranche tous les ans. Hein, c'est pas non plus 100% d'efficacité sur toute l'année pendant 60 ans. Donc je pense qu'il y a un moment, il ne faut pas opposer, il faut avoir un débat qui se base qui est basé sur des éléments scientifiques, simples, avec des orientations de ce à quoi nous voulons parvenir. Oui. Nous voulons décarboner, électrifier nos usages et finalement construire un nouveau mix qui répond aux enjeux de transition écologique et énergétique. C'est ça notre objectif. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite discussion à avoir sur le nucléaire Parce qu'au fond, la question, elle revient largement au fait que la France a une spécificité. Il y a très peu de pays qui aient autant de nucléaire dans leur mix électrique. Et il y a une espèce de compétence, il y a des intérêts aussi de défense, etc. Ah, mais parlons de la compétence, justement. On l'a perdu. Mais ce que je voulais simplement dire, c'était que dans le nucléaire, vous dites que c'est une énergie de transition, c'est possible après tout, parce que c'est vrai que la question du prix est réelle, mais il y a aussi une histoire du nucléaire, il y a aussi des projets, il y a aussi les nucléaires de 4e génération qui a l'intérêt de multiplier par je ne sais combien les réserves d'uranium et éventuellement de transmuter les déchets de longue période, etc. Donc, est-ce que ça se casse ou est-ce qu'on continue la recherche là-dessus ? Il ne s'agit pas de casser. Il ne s'agit pas de casser. Et de la recherche, il y en a. J'aimerais bien que la recherche en France, elle soit financée. Ça, on est bien d'accord. Elle ne dépend pas nécessairement que de ça, parce qu'effectivement, on a aussi la question de la défense. Mais je crois qu'il y a des compétences. Et moi, je dis parlons-en. Quand j'ai entendu des amendements où l'extrême droite demandait 40 nouveaux réacteurs. Moi, dans le cadre de notre travail, on a fait des auditions avec absolument tout ce qu'on pouvait trouver d'énergéticiens, que dans tous les domaines, d'industriels. On s'interroge déjà sur notre capacité à recruter les ingénieurs, les 10 000 ingénieurs qu'il va nous falloir de renouvellement sur plus d'une décennie, sur 2 décennies. Et on voudrait aller vers 40 réacteurs. Je rappelle que c'est des masses de béton, que c'est des compétences qui vont de l'ouvrier à l'ingénieur de manière extrêmement importante. Et j'ai entendu la réponse, moi. Parce qu'on m'oppose le fait qu'il y a des compétences en France, que ça serait une filière franco-française, comme si, excusez-moi, mais je pense qu'il y en a qui auraient dû et qui devraient s'intéresser au dossier de Flamanville. Voilà, c'est pas franco-français. Et en tout cas, pas les gens qui sont venus travailler non plus. Donc, arrêtons de dire n'importe quoi. C'est clairement des compétences dans tous les domaines de l'énergie. Et je rappelle que par ailleurs, il y a un certain nombre de métiers qui sont les mêmes. Et c'est bien pour ça que le Cotentin, dont je suis, a pu réussir à passer de 11% de chômage à 4,5% aujourd'hui. Pas avec le nucléaire et pas en construisant l'EPR uniquement, mais parce qu'il avait une industrie de défense, parce qu'il a investi massivement sur les énergies marines renouvelables et sur ses infrastructures pour les accueillir, que dans le même temps, il a diversifié à la fois son économie, son industrie, et qu'il a parié sur la création d'un mix électrique renouvelé, et que ces compétences-là ont pu s'entretenir les unes les autres dans un écosystème de formation, dans un écosystème industriel et économique qui a favorisé une émulation qui apporte de nouveaux projets. Donc, que ce soit les énergies renouvelables ou le nucléaire, la réalité, c'est que nous avons besoin de ces compétences pour la transition, et que là où nous n'investissons pas du tout, mais alors pas du tout, c'est sur la formation initiale, où toutes les coupes et tous les gels budgétaires se sont faits sur l'éducation nationale, sur l'enseignement supérieur et la recherche, qu'on
essaie de créer des écoles privées à tout va, mais dans mon territoire, ça ne va pas être facile de les implanter outre mesure, et que par ailleurs, on ne met pas de place en bac pro chaudronnerie ou soudure. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des gamins de 15 ans qui n'ont pas réussi à avoir leurs orientations après le passage à ce qu'on appelle Affelnet, qui est le Parcoursup des troisièmes. Et pourtant, il y a des velléités de la part des jeunes d'aller vers ces filières industrielles. Donc, très bien. commençons par dire ça. Est-ce que je peux alors vous poser une question une grande partie du matériel, si je puis dire, des énergies renouvelables vient de Chine. Sur le solaire particulièrement. Sur le solaire très largement, même sur les éoliennes. C'est pas par hasard d'ailleurs. Et sur les batteries. Mais c'est pas par hasard. Parce que ce pays a fait le choix de foncer dans la mise à l'échelle je crois que le solaire avait plutôt pas trop mal commencé en France et qu'il y a eu un retournement de politique publique qui a stoppé net la progression de la filière solaire française. Donc ne faisons pas les mêmes erreurs. Mais la question que je voulais vous poser, c'était même pas pour dire c'est catastrophique, ça vient de Chine, c'est de dire, au contraire, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de promouvoir ou d'encourager un partenariat avec la Chine sur tous ces matériels? Parce que quand même, regardez ce qui vient de se passer avec Northvolt, faillite. Le plus grand projet de batterie européen a fait faillite. Et donc, comment fait-on dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut rattraper la Chine? Est-ce qu'on peut faire mieux que la Chine? Ou est-ce qu'il faut mieux faire un partenariat avec la Chine précisément pour hâter la décarbonation de l'économie française? Je pense qu'il faut essayer de trouver toutes les possibilités. Néanmoins, il doit aussi y avoir des mesures miroirs parce qu'on ne peut pas se contenter effectivement d'avaler les produits chinois sans s'interroger sur le fait que, je rappelle quand même que la question de la transition écologique et de la capacité à ce que l'humain survive dans notre monde ne dépend pas uniquement de la énergétique. Voilà. Il y a de la guerre peut-être. Ça, alors là, pour le coup, c'est même pas... je pensais même pas à ça. Je pense au fait que si on continue à multiplier les flux internationaux sans se poser la question d'une forme de régulation qui soit en lien avec nos objectifs de maintien à moins de 2 degrés de réchauffement climatique, je veux dire, on fait d'un côté ce qu'on enlève de l'autre, c'est du plus haut ridicule. Donc, je pense qu'il faut trouver des formes, effectivement, qui permettent à la fois de reconstruire des filières. Dans un premier temps, qu'il y ait des partenariats ne me choque absolument pas, mais il faut aussi réimplanter les industries et les compétences dans nos territoires et que tout ça doit se construire à partir du fait que l'on est en capacité à nouveau de poser des règles parce que on a été trop loin, et on le voit dans cette dérégulation, et qu'aujourd'hui, on le paye à double titre, économiquement évidemment, sur la désindustrialisation de nos territoires, sur la capacité à avoir les leviers pour construire le monde que nous souhaitons. Alors, donc les droits de douane qui commencent en quelque sorte à interrompre le commerce international, au fond, vous n'y êtes pas hostile. Ouais, c'est les droits de douane, c'est qu'est-ce qu'on appelle, comment on les construit, pourquoi on les construit. Voilà, parce qu'en réalité, dire juste je vais mettre tant sur des produits parce qu'ils viennent de telle nationalité, je ne crois pas que c'est ça que nous souhaitons. Nous avons besoin des interactions avec le reste du monde. Nous n'avons pas tous les matériaux, nous n'avons pas toutes les compétences. Il n'y a pas de raison que le monde ne puisse pas, que les gens ne puissent pas vivre harmonieusement dans ce monde et trouver les emplois et les opportunités à travers le monde. C'est bien ce que nous faisons, la manière dont c'est quelles règles nous posons pour ces échanges-là qui sont intéressants. Et moi, je dis, oui, sur les panneaux solaires, il y a eu un vrai revers de politique qui ne nous a pas permis de construire notre compétitivité et qui n'a pas permis finalement de maintenir cette filière. On essaie de faire les choses, je crois, un peu différemment, et c'est pour ça que nous sommes extrêmement inquiets sur ce retournement sur les énergies renouvelables dans leur ensemble, parce que l'éolien fait apparaître des opportunités industrielles, je le disais sur mon territoire. LM Wind Power, certes, ça n'est pas français, on est bien d'accord, mais c'est 700 emplois. C'est un nouveau bâtiment industriel et 700 emplois
qui ont été créés entre 2016 et Gamesa aujourd'hui. aussi, hein. Non, Voilà. Gamesa, c'est vrai. Oui, voilà. Donc nous avons des choses, il faut qu'on soit en capacité de déployer des technologies et des innovations qui sont françaises, de passer à la phase industrielle, d'aller plus loin et de ne pas de soutenir jusqu'à déploiement, parce qu'on a tendance à soutenir l'innovation et puis à s'arrêter en route. Donc il ne faut pas s'arrêter en route. On soutient l'innovation, ensuite on soutient le développement et on soutient le déploiement. Et une fois que la maturité, que le marché est là pour tout le monde, eh bien on a les mêmes critères. Parce que les Chinois, ils subventionnent leur économie, hein, il n'y a aucun sujet là-dessus. Donc qu'on ne s'interdise pas des choses qui ne sont pas interdites ailleurs. On va peut-être passer. Merci Madame la députée pour cette explication très, très, très fournie. On va commencer les questions dans la salle. Oui, merci Madame la députée. Une petite question de prospective parlementaire. Donc hier, Antoine-Marie Bettenot de la Direction des Affaires publiques d'Orano. Le Sénat donc hier a terminé l'examen donc en deuxième lecture de la PPL Grémier. Et fait assez inédit, a renoncé à son droit de légiférer au nom, enfin en tout cas en souhaitant arriver sur un texte qui soit le plus conforme, qui puisse être voté à l'Assemblée. Ensuite, en tout cas, c'était la volonté des rapporteurs et de la présidence de la Commission des affaires économiques. La question est la suivante. Pour votre groupe, est-ce que le texte en l'état tel qu'il est sorti du Sénat hier, enfin en tout cas tel qu'il sera adopté ou qu'il serait adopté, vous convient, ou autrement, quels seraient vos points de non-convergence, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ce texte pour qu'il puisse être voté par votre groupe et éventuellement pour qu'il puisse être adopté par l'Assemblée nationale? Il y a toujours cette question du déséquilibre entre des objectifs d'un côté et surtout pas d'objectifs de l'autre. Il y a encore trop de conditionnels dans le texte. Sur les énergies renouvelables, tout est au conditionnel. Enfin, moi, je ne connais pas d'investisseur qui soit prêt à parier des dizaines de millions d'euros sur du conditionnel. Et à un moment, il faut quand même avoir une forme d'affirmation dans ce texte sur les objectifs concernant le mix énergétique. C'est une vraie difficulté que de ne pas avoir que d'avoir des objectifs que d'un côté. Parce que de fait, quelle part va être réservée dans l'investissement sur ce qui n'est pas quantifié? C'est trop flou. Donc la PPE va venir quantifier. Ah ouais, mais alors là, du coup, on va... c'est quand même un peu compliqué de nous expliquer qu'il faut absolument une base juridique pour sécuriser justement le développement, le mix énergétique. Et dans le même temps, on nous dit, pour sécuriser, il ne faut pas d'objectif. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? S'il en faut d'un côté, il en faut de l'autre. Soyons clairs, nous avons besoin d'avoir un texte qui soit beaucoup plus équilibré parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une part d'idéologie dans ce texte, qu'il ne regarde pas les choses telles qu'elles devraient être regardées, que finalement, ce qu'on a voulu sécuriser, c'est une seule chose, c'est ce qui est sorti des projets, tout particulièrement du président Macron, de la relance du nouveau nucléaire. Sur quoi nous ne sommes pas opposés. Ce n'est pas la question. Et que normalement, ce texte, il ne doit pas être pro ou anti. Il doit nous donner des perspectives. Merci Madame la députée. Jean-Pierre Oët, équilibre des énergies. Madame la députée, comme toujours depuis des décennies, dès qu'on parle de l'énergie, on arrive très vite à discuter du nucléaire et des renouvelables. Ça fait des années que c'est comme ça. Mais comme vous l'avez justement rappelé au début, tout ça n'a de sens que s'il y a un besoin d'électricité. Et je voulais vous interroger sur l'électrification des usages, qui est dans la PPE, qui est le souhait de tout le monde, sauf que ça ne démarre pas. Et donc, quelle est votre analyse? Pourquoi est-ce que l'électrification ne démarre pas? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle démarre? Alors, pourquoi l'électrification ne démarre pas? Eh bien, parce que de la même façon, en fait, il y a énormément... D'abord, il faut électrifier les mobilités. Ça, c'est un enjeu qui est majeur. Ça fait des années... Moi, un sujet, par exemple, c'est l'électrification des bords à quai dans les ports. Ça fait des années qu'on en parle. Ça commence à venir. Normalement, ça devrait venir très rapidement puisqu'on a posé des limites.
mais les investissements ne sont pas à la hauteur de la nécessité pour mettre en place les choses rapidement. On a une fâcheuse tendance, en fait, à quand même réduire les budgets au moment où... et à éviter d'avoir de la visibilité. Les ports aujourd'hui relèvent à travers des syndicats, mais principalement de l'autorité organisatrice, c'est les régions, qui, soit par SPL, soit par syndicat, etc., et les collectivités territoriales. Quand vous avez des fluctuations extrêmement importantes de vos marges de manœuvre, il est très difficile de se dire je peux continuer à investir tranquillement sur le renouvellement, la rénovation de mon parc immobilier, mon patrimoine immobilier, sur les infrastructures, la transformation des infrastructures, sur l'électrification des usages dans tous mes bâtiments publics, etc. C'est très compliqué. Il n'y a pas de perspective. L'argent, et ce n'est pas les années 80, hein, les budgets sont toujours extrêmement serrés. Il faut faire des choix très complexes. Et avec des menaces des réductions budgétaires et d'économies sans cesse sur les mêmes. La deuxième chose sur l'industrie et sur l'économie en elle-même. De la même façon, on a plein de leviers d'orientation. Pour orienter vers l'investissement dans la transition et l'électrification, on pourrait utiliser tout un tas de leviers. Nous avons allégé la fiscalité sur les entreprises sans contrepartie. On aurait pu faire d'autres choix. Par exemple, on aurait pu avoir une incitation politique qui soit plus forte. Effectivement, c'est compliqué lorsque nous n'avons pas de documents véritablement à long terme, que nous n'avons pas d'incitation qui soit constante, que sur les questions de rénovation et de transformation de nos usages domestiques de l'énergie, on a vu combien d'allers-retours sur les politiques mises en œuvre. Tout ça, finalement, ne permet pas de tracer un chemin. Quand on attend une loi de programmation énergie-climat pendant 3 ans et qu'elle n'apparaît jamais, ça veut dire qu'en réalité, nous avons un pouvoir qui n'a pas de vision du chemin à prendre et encore moins du point d'arrivée. Parce que quand vous avez la vision de là où vous voulez arriver, en réalité, vous trouvez le chemin. Et si vous ne savez pas où vous voulez arriver, il n'y a pas de chemin. Vous attendez de voir l'actualité, la manière dont vous êtes ballotté par les événements et vous faites des réponses. Mais alors, Madame la députée, ça nous renvoie à la question du départ. Si on va toujours incriminer le pouvoir, le pauvre pouvoir. Le pauvre pouvoir, ce gouvernement de M. Bayrou et avant celui de M. Barnier, ils ont eu une existence extrêmement précaire, une très grande difficulté parce qu'il n'y a pas de majorité à prendre des décisions. Et donc, précisément, c'est le moment pour l'Assemblée nationale et le Parlement, de manière générale, d'y aller, de prendre le pouvoir. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il est possible de parvenir à un texte consensuel et à un compromis sur cette programmation de l'énergie ? C'est-à-dire, ce que vous dites en réalité, Madame la députée, c'est qu'il suffirait que le texte soit moins déséquilibré en faveur du nucléaire et qu'il y en ait un peu davantage sur le côté renouvelable. En disant... Même pas vraiment c'est même pas idéologique, c'est vraiment en disant, c'est ce que vous dites, le prix du nouveau nucléaire, pour l'instant, il semble vraiment... Tous les indicateurs semblent montrer que l'énergie solaire, les batteries, etc., vont coûter moins cher que le nouveau nucléaire. Ouvrons les yeux, ce nouveau nucléaire, pourquoi pas, mais il n'est pas prêt avant 2040, mettons. Et donc, il y a obligation, si on électrifie les usages, et c'est indispensable, d'avoir un peu de renouvelable. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de parvenir à un consensus là-dessus ? Mais bien sûr qu'il y avait moyen de trouver un consensus. D'ailleurs, on l'a dit dès juin 2022. Dès juin 2022, et on a sensiblement la même ministre depuis 2022. Donc, je pense qu'elle était en capacité d'ouvrir un dialogue régulier et nourri avec l'ensemble des groupes de cette Assemblée. Et en réalité, si vous regardez les gens qui tiennent depuis 2022 que je suis rentrée à l'Assemblée, ces questions de l'énergie dans chacun des groupes,
qui n'ont pas changé. Le dialogue très peu changé. Il y a toujours au moins 2 personnes qui sont toujours là, les piliers sur ces sujets-là. Donc, on aurait pu trouver des équilibres. Et moi, je crois... On peut encore, peut-être. On peut encore. Puisque la Mais discussion... pour ça, il faut qu'il y ait une discussion. Et que ça n'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi. Oui. Que le travail en commission, il a été plus facile et plus ouvert. D'ailleurs, je pense que de manière générale, si vous regardez les commissions et les débats dans l'hémicycle, vous verrez qu'en commission, les débats sont beaucoup plus élaborés, beaucoup Vous avez un moins rapporteur, M. Armand, il est quand même ouvert à toutes ces questions, me semble-t-il. Oui. Donc, il serait bien que, effectivement, il est ouvert à toutes ces questions. Mais quand on fait un choix qui est très particulier aujourd'hui, il y a eu 2 événements politiques. Moi, je peux vous dire qu'entre 2022 et 2024, on trouvait un équilibre. Et qu'on trouvait un équilibre qui permettait de s'en sortir. D'abord parce que les écologistes ont évolué sur leur position. En tout cas, qui permettait de s'en sortir à 5 ans. Voilà, puisqu'on n'avait pas de majorité. Mais pour ça, il faut commencer par avant de poser un projet de loi, discuter avec les uns et les autres. Moi, je peux vous dire qu'entre 2022 et 2024, nous n'avons jamais été formellement invités comme le président du groupe socialiste n'a jamais été invité par aucun ministre en charge de la question pour discuter de ce que nous avons fini par sortir nous-mêmes et essayer de trouver quels pourraient être les compromis acceptables. À aucun moment. Donc quand on dit que c'est les députés qui n'ont pas la culture du consensus et du compromis, c'est assez faux parce que comme vous l'imaginez bien, nous parlons ensemble avant les commissions, dans les commissions, et que d'ailleurs, vu la profusion de propositions de loi transpartisanes, c'est bien la preuve que les députés savent se parler. Le problème, c'est plutôt que les ministres n'ont pas envie d'amender leur projet. Et oui, quand on n'a pas de majorité, eh bien, il faut accepter l'idée qu'on n'ait pas 100% de ce qu'on veut. Oui. Mais les ministres, qu'est-ce qui sort il n'y a rien qui sort du ministère là. Exactement, il n'y a rien qui sort. Donc on s'appuie sur une proposition de loi qui est une proposition de loi qui n'était pas transpartisane. Parce que si encore on s'était appuyé sur une proposition de loi transpartisane. Mais non, on s'appuie sur une proposition de loi parce que dans l'instant T, elle existe. Et c'est ce que je disais, il y en a eu d'autres. Il y avait eu celle de Julie Laernos en 2024. Elle était plutôt hostile au nucléaire, celle-là. Non, elle avait accepté l'idée du maintien du parc historique. Ce qui, pour les écologistes, excusez-moi, mais ce qui est quand même une avancée. Et d'ailleurs, elle disait, de toute façon, elle mettait un temps plus limité pour justement éviter cette question qui était clivante. Donc, il y avait au moins la volonté, dans un hémicycle qui, là non plus, n'avait pas de majorité, de trouver des points d'appui pour pouvoir progresser. Donc, ce que vous attendez, c'est que le ministère prenne une initiative... Vous ne la prendrez pas vous-même, si je puis dire. Mais nous, on a pris toutes les initiatives. On a posé sur la table nos propositions. On les a posées sur la table. On a travaillé en commission, encore dans l'hémicycle. Lorsqu'il y a des débats, vous voyez très certainement les députés se déplacer d'un groupe à un autre et discuter les uns avec les autres. Donc, la discussion, elle est toujours ouverte entre parlementaires. Elle est toujours ouverte. Mais à un moment... il y a la question du socle commun, c'est pas la nôtre. Et s'ils sont pas en capacité de trouver un consensus pour commencer à ouvrir des compromis avec les groupes de gauche, eh bien, évidemment, ça ne peut pas avancer. Alors, on va continuer les questions. Juste avant de repasser la parole dans la salle, notre équipe européenne à Bruxelles me rappelle de vous poser cette question-là qu'il m'avait préparée. La PPL Grémillet tente de transposer les objectifs énergie-climat 2030 mis en place dans le cadre du paquet 50 for 55, voté lors de la précédente mandature européenne. Aujourd'hui, la Commission européenne discute des objectifs à 2040, notamment avec en ligne de mire les possibles flexibilités accordées aux États membres pour atteindre cet objectif. Quel regard portez-vous sur ces débats ? Eh bien, c'est malheureusement comme en France, on assiste à un backlash, à un retournement.
Donc la flexibilité, c'est en fait le moyen de revenir sur les objectifs qu'on s'est tracés. Voilà. Donc c'est toute la difficulté, et mes camarades députés européens le disent très régulièrement. Encore une fois, on va changer, on ne va pas faire un point d'étape et se dire comment on avance et comment on pose de nouveaux objectifs. On est sur comment on évite finalement de faire ce qu'il faut faire. Et je le dis, ce n'est pas un effort, parce que ce sont aussi des opportunités de réindustrialisation, de recréer de l'emploi, de reconstruire, de repenser l'aménagement du territoire, de repenser la manière, la répartition des richesses sur les territoires, la manière, le retour territorial, etc. Tout ça, ce sont des occasions incroyables de reprendre en main la capacité de vivre quelque part, la manière dont on vit quelque part, et de reconstruire un rapport au travail, un rapport aux mobilités, un rapport au déplacement, etc. Et comment on construit une nouvelle façon de vivre. Tout ça, c'est des opportunités incroyables, y compris démocratiques et citoyennes. Et au lieu de ça, on va éviter la discussion et on va se dire « Ouh là là, bon, c'est peut-être pas si simple, alors surtout, faisons en sorte qu'on ne puisse pas le faire. » Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes. Sidonie Ruban, membre du lobby climatique citoyen. J'aurais voulu savoir, parce que vous parlez beaucoup, et je suis entièrement d'accord avec vous, sur ce besoin de visibilité finalement pour tous les acteurs pour pouvoir investir dans le renouvelable comme dans le nucléaire. Et il me semble que le TS2, donc l'Emission Trading System numéro 2, qu'apporte le paquet Fit for 55, va dans ce sens en mettant un prix aux énergies carbonées pour le secteur du transport et le secteur du chauffage. Je voulais savoir comment, si vous discutez de cette retranscription, donc ce prix finalement de ces énergies devrait commencer à augmenter dès 2027, et savoir si vous discutiez déjà de que faire des bénéfices et comment le redistribuer finalement aux citoyens. Voilà. Oui, parce que comme on a pu le dire, on a quand même une question du fait que l'énergie est un bien commun. Ce n'est pas un bien comme un autre. L'énergie, c'est comme l'eau, c'est un bien commun. Donc, qu'il y ait nécessité, effectivement, de pousser, d'orienter les investissements et d'orienter la consommation vers le décarboné, c'est important. Le levier du coût peut être un levier intéressant dans la mesure où on est en capacité de compenser pour les classes moyennes et populaires. Parce que la réalité, c'est que si vous faites partie des 500 familles les plus riches, je peux vous assurer qu'on peut largement augmenter le coût de l'électricité pour eux. Ce n'est pas du tout un problème. Mais que déjà, ceux qui vivent dans les passoires thermiques, ceux qui se chauffent à 16 degrés, c'est toujours les mêmes. Et que la moindre augmentation, nous, on a vu au moment de l'inflation très très forte du coût de l'énergie, les CCAS dans les collectivités territoriales ont été absolument submergés, mais submergés, avec des gens qui pourtant ne mettaient le chauffage que de temps en temps, qui dormaient avec une bouillotte et qui avaient au mieux à 15 ou 16 degrés dans l'appartement, dans une région où chez moi, je dis que c'est un peu comme à la cave, on est comme le bon vin, on se conserve entre 8 et 12 degrés chez moi, hein, donc il fait ni chaud ni froid, c'est bien au contraire. Donc vraiment, ce n'est pas des endroits qui sont les plus difficiles. Il va falloir, si on n'utilise que le levier du marché, si on n'utilise que le levier du coût, il va falloir penser à la façon dont ça doit impacter ce que nous souhaitons que ça impacte. C'est-à-dire qu'on donne la capacité de passer à quelque chose qui soit moins cher, ou qu'on donne la capacité finalement que ce ne soit pas le consommateur qui paye le coût d'un manque de volonté de transformation de notre système de production et évidemment de distribution. Merci Madame la députée.
je vais revenir dans la continuité peut-être des prix de l'énergie. Pour revenir sur les prix de l'énergie, la loi des finances sera-t-elle l'occasion de rediscuter du dispositif devant prendre la suite de la reine qui avait été intégré dans la loi des finances pour 2025 ? Et si oui, pourquoi ? Sur le projet de loi de finances, je dois vous dire que je crains qu'il n'y ait un 49.3. D'abord parce que moi, je n'ai jamais connu un budget voté. Donc, depuis 2022, je vais vous dire même plus fort, à chaque fois, on a eu des 49.3 au moment de la mission, mais alors vraiment la plus consensuelle, hein, mémoire et anciens combattants. Donc, comme je suis à la Défense, je n'ai jamais vu la partie capacitaire du budget de la Défense. Moi, j'ai fait partie d'un gouvernement Rocard, il y a eu beaucoup de 49.3. Aussi, certes. Pas tous les ans, quand même. Voilà. Donc, moi, je le dis, depuis 2022, je n'ai pas vu un seul budget voté. Donc, voilà, nous n'avons jamais voté le budget à l'Assemblée nationale. Donc, et on dira ce qu'on voudra, une motion de censure, ça n'est pas un vote budgétaire. C'est pas le même choix politiquement. Donc, verrons-nous arriver dans le projet de loi de finances la question de la reine et... on n'a pas abouti. Alors je vous l'ai déjà dit, le prix, le coût, etc., le marché, etc., c'est pas ma spécialité. Mais la réflexion n'est pas tout à fait aboutie sur il y a encore de nombreux débats, y compris internes au groupe, sur ce qu'il conviendrait de faire au mieux. Pour l'instant, on n'est que sur des mesures et des propositions qui sont d'ajustement. Parce qu'effectivement, on a un système qui est européen et qu'il faut adapter la règle nationale au système européen avec des mix énergétiques qui sont très différents en fonction des pays et avec une transformation qui s'accélère malgré tout ce qu'on a pu dire tout de suite sur le fait qu'on avait des allers-retours. Il y a quand même une transformation qui s'accélère dans la production énergétique et que tout ça, il faut le réintégrer à une construction des prix plus globale et qu'il va nous falloir effectivement chaque fois réorienter. Donc, est-ce que, évidemment, il y aura évidemment, il doit y avoir la réapparition de cette question dans le projet de loi de finances, sinon nous n'aurons pas de financement pour ça. Donc, forcément, ça réapparaîtra. Il y aura évidemment des propositions de fait à ce moment-là, des propositions à plusieurs échelles, puisque comme on le fait, on part de ce que nous souhaiterons avec des amendements de repli à chaque fois. Voilà, on continuera à se dire que aujourd'hui, on n'a pas répondu aux questions qui nous sont posées sur ce sujet. Donc il y aura certainement, vous pourrez revenir pour en parler lors de ce débat à la rentrée. Une question de l'extérieur. Le Sénat a supprimé les articles en lien avec la simplification afin de se rapprocher de la version discutée à l'Assemblée. Fallait-il les supprimer ? Pensez-vous qu'il faille des propositions distinctes pour la programmation énergétique et pour la simplification ? En fait, cette question accélération, simplification, on a déjà eu des projets de loi. Là, pour le coup, ça a été fait contrairement au reste. Moi, je crois qu'effectivement, il faut séparer la question de la programmation, des orientations et de la programmation des questions qui sont plus techniques, de simplification, etc. D'autant plus qu'il est quand même étonnant qu'on soit obligé de revenir tous les 2 ans sur les mêmes choses. Enfin, pardon, mais les projets de loi accélération des ENR, le projet de loi accélération de la reconstruction du nouveau nucléaire, tout ça a déjà eu lieu. Donc, et c'était il y a 2 ans. Alors là, de la même façon, peut-être que s'il y avait eu le temps de la concertation et qu'on avait un peu construit les choses autrement et de manière autant, je trouve, il y avait D'ailleurs, ils n'auraient pas dû s'appeler accélération, ces 2 projets de loi, parce qu'ils accélèrent rien du tout. Donc, ils n'auraient pas dû s'appeler accélération. Mais puisqu'ils avaient une vocation de simplification administrative, plutôt, je crois que il n'y avait pas lieu de séparer, pour le coup, les différentes énergies.
et il y aurait pu avoir des paragraphes. Et puis c'est quand même regrettable de se dire que, à peine mis en place les décrets, tous les écueils dont on avait pu parler pendant ces discussions sont effectivement apparus. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on va reposer la question des simplifications. On voudrait revenir, en tout cas, sur la publication de votre document cadre proposé par le Parti socialiste, effectivement, courant juin. C'est un document cadre présentant la vision énergie-climat et qui effectivement a été remarqué par les acteurs de la transition énergétique et particulièrement nous-mêmes, je veux dire, toute l'équipe d'Eden l'a vraiment souhaité. Est-ce que vous pourriez nous, brièvement et clairement, nous en donner, en tout cas, les grandes lignes ? Bien, en fait, ce projet, ce que l'on peut dire très clairement, c'est qu'il repose en réalité sur plusieurs piliers. D'abord, évidemment, alors ce qu'on a appelé la sobriété, mais qui n'est pas forcément le terme qu'on a envie d'entendre, parce que malheureusement, les plus sobres, c'est ceux qui n'ont pas pas d'autre choix que la sobriété en général. Donc ce qu'on veut dire sur la sobriété, c'est plutôt effectivement que la meilleure des énergies, c'est celle qu'on n'a pas consommée. C'est un peu c'est un peu ce qui se dit habituellement, mais cette question de la sobriété, c'est d'avoir d'abord massivement agi sur la rénovation thermique des bâtiments, qui est un levier majeur, sur la descente de la consommation, autant que l'on puisse trouver les solutions de possibilité de moins consommer. La deuxième chose, c'est que c'est basé sur un mix qui est à la fois sur la base pilotable, qui est une base qui nous permet de transiter vers un nouveau système pour gérer des énergies qui sont alternatives ou prédictibles, mais pas pilotables, en tout cas en ce sens, ou très peu pilotables. Il y a évidemment les barrages qui sont pilotables, mais nous avons besoin d'une base pilotable importante pour assurer notre autonomie en termes d'énergie. Et si jamais il y avait besoin, puisqu'on doit toujours prévoir le fait qu'on en ait besoin, et qui puisse aussi répondre à tous les enjeux de montée progressive de l'électrification des usages. Voilà. Donc ça, et puis ça repose évidemment sur l'idée qu'il nous faut une efficacité à des coûts maîtrisés, parce que c'est un bien commun et que socialement, nous avons la nécessité de maîtriser évidemment les coûts et surtout le prix de l'énergie. Voilà en gros les trois piliers sur lesquels nous nous sommes reposés, et à partir de ce moment-là, on a construit avec évidemment de nombreux experts et sur une période longue ce qui serait le plus adapté pour atteindre les objectifs de décarbonation et de zéro émission nette. Oui. Évidemment. C'est un document intéressant et je pense qu'il a été écrit avant que Trump n'arrive. Et donc, il parle beaucoup de l'IRA, c'est-à-dire du financement proposé par le président Biden des énergies renouvelables et de la transition en Amérique, et que Trump, malheureusement, l'a remis en cause. Et donc, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, avec lequel vous me permettez de ne pas être d'accord, sur les flexibilités et sur la nouvelle proposition de la Commission européenne, qui est quand même d'aller à 90% de réduction des émissions en 2040. Donc, on ne peut pas dire que la Commission revienne sur ses objectifs de décarbonation. En revanche, elle est très préoccupée du gap, comme on dit, de compétitivité avec les États-Unis et avec la Chine. Et donc, elle essaye d'accélérer, de simplifier. Et pour ne pas remettre en cause ses objectifs de décarbonation, elle propose de la flexibilité. Dans cette flexibilité, il y a ce qu'on appelle les crédits carbone. Mais les crédits carbone, c'est fondé sur l'idée que les gaz à effet de serre, où qu'ils soient émis, vont contribuer au changement climatique. Et donc, ce n'est pas forcément une mauvaise idée de travailler à les réduire partout dans le monde, surtout là où il y a la meilleure efficacité décarbonation euro investi. Donc,
pour 1 euro investi, on va décarboner beaucoup plus éventuellement en Afrique que la dernière émission de CO2 en France, mettons. Donc voilà. Et donc vous dites que c'est un recul. Je ne suis pas sûr que ce soit un recul. Non, c'est toujours la question. On parle de compétitivité, d'accord. Mais enfin, vous savez, hein, si on arrive à 4 degrés supplémentaires, on aura été super content d'être compétitif. Hein. Enfin, ça ne sera pas compétitif. Hein. Ce sera un monde ultra compétitif. Nous ne serons que dans la compétition. Ça, c'est certain. Voilà. Il y aura ceux qui pourront survivre, il y aura ceux qui ne pourront pas survivre. Si on doit effectivement parler, si on doit parler du continent africain et de la question d'effectivement comment nous faisons pour que ça baisse globalement, je ne partirai pas sur l'idée du prix. Je pense que, en l'occurrence, nous avons tout intérêt à ce qu'il y ait une baisse rapide de nos émissions de gaz à effet de serre, parce que la question, ça ne sera pas tant le système énergétique africain que le fait que l'Afrique soit encore un continent vivable. Donc, mais certes, et d'ailleurs, regardez ce qui se passe même en France. Regardez ce qui vient de se passer au Texas avec les inondations, regardez ce qui se passe à Marseille avec, ou dans l'Aude, etc. C'est-à-dire que même les villes maintenant, on l'a vu à Los Angeles, on le voit à Marseille, même les villes sont au risque de l'incendie. Donc effectivement, l'adaptation, c'est un nouveau domaine, on n'en a pas parlé. Il va falloir sans doute faire des efforts d'adaptation supérieurs à ceux qu'on fait aujourd'hui. Sans doute qu'il y a une sous-estimation. Vous êtes dans le Cotentin, le trait de côte, par exemple, il va sans doute se modifier. En ce moment, l'association des élus du littoral nous dit « Oh là là, on n'en fait pas assez ». On n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez, mais en tout cas dans le Cotentin, ça fait très longtemps qu'on fait déjà. On a plusieurs études et dans notre projet territorial, nous avons déjà intégré la modification du trait de côte et de savoir. Vous n'avez pas de côte, vous n'avez pas de littoral très bas. Dans le nord, on est quand même. Enfin, le Cotentin, je ne sais pas si vous avez regardé l'agglomération, mais elle descend jusqu'au Marais. Donc si, on pourrait se retrouver une île. Nous sommes pour l'instant une presqu'île, avec une mentalité d'îlien, certes, mais une presqu'île. Mais ça pourrait bientôt tourner véritablement à une île. Et oui, nous avons déjà depuis une dizaine d'années envisagé les endroits où nous renaturons, où nous faisons entrer l'eau volontairement, en renaturant les cours d'eau notamment, et les endroits où nous décidons que nous rehaussons, que nous faisons des barrières. Mais nous avons eu cette réflexion, justement, de savoir comment on faisait un territoire résilient et comment on reconstruisait les bourgs et les villes sur elles-mêmes, tout en étant en capacité d'assumer une aqua alta régulière, tout en maintenant nos industries au cœur de ville, puisque si vous venez à Cherbourg, vous constaterez que l'ensemble de nos infrastructures industrielles sont en plein cœur de ville, dans un endroit qui a été pris sur la mer, principalement et majoritairement. À ce titre, par exemple, pour être sûr que l'hôpital puisse continuer à avoir du chauffage, eh bien, nous avons reconstruit et amélioré le réseau de chaleur, par exemple, avec chaudière bois, afin que, effectivement, ce ne soit plus des générateurs qui sont au sous-sol qui puissent maintenir la chaleur et que ça nous permette de sécuriser le centre hospitalier en cas de montée des eaux, puisque c'est en zone tout à fait inondable qu'est cet hôpital. Donc oui, nous pensons à ça, mais que ça ne doit surtout pas nous empêcher de faire les efforts nécessaires sur l'investissement pour éviter la montée, éviter le dérèglement climatique, etc. Et si on doit penser à la résilience des territoires, on doit le penser comme un aménagement du territoire. Et ce n'est pas dans la reconstruction, dans la rénovation nécessaire, c'est penser les villes, les villages et nos modes de vie, justement, au fur et à mesure des années, ça doit se combiner avec tout le reste. C'est pour ça qu'une programmation énergie-climat est extrêmement intéressante, qu'elle ne peut pas se limiter au mix énergétique, au mix électrique, mais que c'est une projection aussi sur la manière de vivre, sur les transports, sur l'habitat, l'urbanisme, comment on reconstruit les villes sur elles-mêmes, comment on évite l'étalement, parce que il y a des cours d'eau partout. Donc si vous construisez des lotissements, des résidences, etc., certes à la campagne, mais que vous avez bétonné une partie, il y a les sols qui
évidemment, supportent moins l'eau et que vous vivez des inondations. Et bref, il y a vraiment toutes ces questions. Et c'est intéressant d'ailleurs, ça aurait été intéressant d'ailleurs dans les différents projets de loi qu'on a pu voir et propositions de loi qu'on a pu voir ces dernières années, d'avoir de donner à voir à nos concitoyens comment on va vivre demain et que ça soit pas de la contrainte, c'est-à-dire c'est pas il faut payer cher pour rénover sa maison, il faut payer cher pour changer son mode de chauffage, etc., etc. Mais c'est aussi comment on va rapprocher le travail de la maison, comment vous pourrez vous déplacer plus simplement sans avoir déjà 50 mètres carrés de votre terrain qui est pris pour garer vos 2 voitures, etc. C'est des choses qui sont très importantes et il faut les rendre souhaitables. Et ça, normalement, c'est le rôle du politique, de rendre souhaitables des choses qui sont nécessaires. Voilà. Madame la députée, merci. On arrive au temps qui nous est accordé à l'antenne et sur les réseaux. En revanche, avant que notre président puisse faire la conclusion de ce débat riche et toujours vrai, comme nous l'avons toujours eu, et toujours constructif ensemble, tout à l'heure, vous aviez parlé du prix de l'électricité en particulier. Notre regard chez Eden et même dans l'ensemble, la France a assez bien protégé, je veux dire, ses citoyens et n'a pas accompagné peut-être suffisamment ses entreprises, car on a, contrairement à d'autres territoires européens, où effectivement, pour protéger l'entreprise, c'est le citoyen qui payait le prix fort. Donc, c'est vrai qu'on s'est habitué depuis de nombreuses décennies à avoir une énergie pas chère en France. Est-ce que c'est acceptable ou est-ce que l'acceptabilité du citoyen pour vous peut prendre en compte qu'il y ait quand même quelques augmentations? Sincèrement, je crois qu'il faut être un peu lucide. On vient d'avoir les chiffres hier. Le nombre de pauvres en France n'a jamais été aussi haut. N'a jamais été aussi haut. Voilà. Donc, moi, je veux bien. Je ne fais pas partie des gens qui auraient une difficulté à voir augmenter sa facture. Elle a augmenté d'ailleurs. Mais je ne fais pas partie des gens qui ont des difficultés. Mais il y a des gens pour qui, déjà, on ne met pas le chauffage pendant l'hiver. Il y a des gens pour qui, déjà, quand on explique qu'il faut cuisiner, leur vrai problème, ça n'est pas tant d'acheter des légumes, parce qu'en réalité, faire une soupe, ça ne coûte pas plus cher que d'acheter une soupe en briques. Le vrai problème, c'est que, eh bien, peut-être qu'on ne peut pas faire fonctionner ce qu'on appelait la gazinière pendant un certain temps, parce que ça coûte trop cher. Parce qu'on ne peut pas mettre au four, parce que ça coûte trop cher. Parce qu'on ne peut pas conserver longtemps, parce qu'en réalité, on a un réfrigérateur qui n'est pas à niveau non plus. Donc déjà, ça coûte très très cher tout ça. Donc moi, le choix que nous faisons, c'est de nous rendre compte que la part de l'habitat et du logement est déjà tellement conséquent dans le budget des familles, et tout particulièrement dans les familles monoparentales, dont principalement chez les femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui ont très souvent des métiers qui sont dans les métiers du soin à temps partiel. Il y a déjà une telle tension que n'oubliez pas qu'avec le logement, cette part de l'eau, de l'électricité, de la nécessité, si elle augmente aussi, c'est le coût du logement total qui augmente. Et c'est déjà ce qui a le plus grimpé, ces charges fixes obligatoires, c'est déjà ce qui a le plus grimpé dans le budget des familles. Évidemment, on le sait, il y aura peut-être un rehaussement. Surtout si nous disons, oh là là, on va produire la juste mesure. Exactement. Non seulement contrôler, mais on ne peut pas sans arrêt demander aux gens de recevoir une aide. Ce n'est pas tellement comme ça qu'il faut qu'on répartisse la charge de manière à ce qu'effectivement, pour ceux qui ont un besoin, mais dont le travail paye mal, très mal, et nous avons un problème, disons-le, de travailleurs pauvres aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais dans ces dernières années, on s'en rend compte, eh bien, évidemment, il y a cette problématique. 5 euros, c'est 5 euros. Pour eux, 5 euros, c'est à manger pour plusieurs jours.
Madame la députée, nous avons remarqué que la fiscalité de l'électricité est supérieure à la fiscalité du gaz, par exemple. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas Parce que dans le prix de l'électricité, il y a quand même une large partie qui est des taxes, hein, qui est de l'impôt, quoi. Et donc, si on veut électrifier et qu'on veut soulager la facture de beaucoup de Français, il y a peut-être un effort du côté de la fiscalité. En effet, mais nous avons dénoncé au dernier PLF d'ailleurs le fait que le gouvernement ait rajouté de la fiscalité justement là-dessus et trouvé des recettes là-dessus, là où il n'y avait pas de nécessité à le faire. Donc voilà, et on a maintenu un prix plus haut de l'électricité que le prix sur lequel il aurait pu être vendu. Donc oui, il y a effectivement des choix à faire. Et cette fiscalité-là, elle est beaucoup moins compréhensible que d'autres fiscalités. Donc, le problème de la fiscalité, ce n'est pas la fiscalité globalement. C'est la manière dont les Françaises et les Français la comprennent et, du coup, la légitiment. Oui. Donc, ça, c'est une question très importante. Hein. C'est comment est-ce que vous avez dit vous-même, Madame la députée, comment rendre souhaitable ce qui est nécessaire? Comment vanter, glorifier, promouvoir le mode de vie plus sobre, si je puis dire, que vous avez décrit, comment, etc. Tout ça, ce sont des questions importantes. Comment rendre plus acceptables les énergies renouvelables? Il y a des gens qui rouspètent contre les énergies renouvelables parce que, à condition que ce ne soit pas près de chez moi ou je ne sais quoi. Et donc, tout ça, ce sont des questions très importantes parce que c'est vrai que jusqu'à présent, acheter une voiture électrique, elle est plus chère en général que la voiture thermique, surtout qu'il n'y a pas assez de voitures électriques d'occasion. Rénover sa maison, ça coûte cher. La pompe à chaleur coûte plus cher que la chaudière murale gaz. C'est plus difficile. Est-ce qu'on a assez d'artisans capables ou qui savent très bien comment le faire, etc. Donc il y a une vraie question et on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc est-ce qu'il y aurait, selon vous, une priorité pour la PPE, en espérant qu'elle revienne devant le Parlement de manière correcte, pour dire il vaut mieux peut-être aider l'industrie automobile à passer le cap de la transformation plutôt que les maisons, ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt la rénovation des maisons, ou c'est plutôt l'industrie? Parce qu'après tout, l'industrie, c'est la compétitivité, et la compétitivité, c'est aussi les prix plus bas pour les Français. Donc est-ce qu'il y a vous voyez une grande priorité qu'il faudrait mettre en avant? La priorité, c'est la transformation des mobilités. On ne passera pas d'une voiture par foyer, voire 2 voitures par foyer, de voitures thermiques, à 1 ou 2 voitures électriques. Je crois qu'il nous faut... tout le monde a envie de ne pas avoir besoin de faire 45 minutes, 1 heure, 1 heure et quart de route tous les matins. Enfin, je veux dire, personne n'a envie de s'enlever 2 heures à 2 heures et demie de temps de repos et de temps de loisir, de temps familial, de temps d'engagement dans la cité pour conduire sa voiture. Je crois que c'est pas vrai. Voilà. Donc là, il nous faut vraiment, oui, c'est un investissement, mais c'est des investissements durables et qui peuvent massivement transformer le paysage, mais de manière positive. C'est tout ce qui concerne les mobilités, la capacité à rapprocher le travail du domicile. Et pour ça, il faut que les classes moyennes et populaires, celles qui travaillent, ne soient pas reléguées très, très, très loin de leur lieu de travail, et le lieu de vie, finalement, ne se trouve pas toujours plus éloigné parce qu'on a un problème de logement et de reconstruction des villes sur elles-mêmes et de capacité à accueillir les petits salaires dans nos centres urbains, mais pas seulement dans nos centres urbains, c'est-à-dire que la capacité à faire en sorte d'avoir des espaces qui soient faits pour les familles. Donc c'est tout un ensemble de choses. Je pense que le logement et la mobilité sont parmi les grandes priorités. Et puis, et donc, le soutien à la transformation de l'industrie automobile, il ne faut surtout pas revenir en arrière. Ceux qui pensent que la bonne solution, c'est d'arrêter net les objectifs de passage à l'électrique, à mon avis, ne sont pas dans la bonne perspective, parce qu'il y a eu des investissements massifs, et ça serait vraiment de l'argent
jeter par les fenêtres que de dire on arrête tout. Donc, et ça, c'est quand même un problème. C'est de jeter l'argent. C'est pas compétitif non plus. Enfin si, parce que ça se voit pas finalement, puisque c'est l'État qui paye. mais c'est un vrai problème. On va pas avoir investi des millions pour, et voire beaucoup plus, pour des milliards, pour dire ensuite, ah bah non, finalement, ça va être un peu difficile. Que peut-être on ait besoin de faire, mais ça ne se fera de toute façon que dans le cas où on peut éliminer une voiture sur 2 dans un foyer, où effectivement on peut trouver des solutions alternatives, que la voiture elle soit peut-être partagée, etc., etc. C'est pas le même coût, c'est pas la même chose. Et puis si on a baissé les coûts sur d'autres franges du budget, c'est plus la même chose que de penser la voiture électrique et sa durée de vie. Il y a le problème, c'est de prendre toujours en sectorisant trop, évidemment, parce que tout ça prend tellement de temps, et ça fait combien de temps qu'on dit qu'on va se trouver devant un mur d'investissement ? Je veux dire, on en a eu combien des rapports européens sur le mur d'investissement ? On en a eu combien de la part de différents experts, des différents gouvernements depuis 2012 ? Et avant, on en a eu combien ? Et qu'est-ce qu'on a fait ? On est resté devant le mur en disant il va être haut, il va être haut. Et plus ça va, plus il est haut. Bah, forcément, parce qu'en fait, quand on se rapproche, quand on est loin du mur, bon, il nous paraît un peu petit. Mais quand on se rapproche et qu'on n'a toujours pas enlevé les briques, bah, oui, il paraît vraiment très très haut. Donc maintenant, oui, ça va coûter cher, mais je crois qu'après la Seconde Guerre mondiale, quand on a totalement transformé notre territoire, qu'on a massivement investi dans nos industries, et en particulier dans le nucléaire, on ne s'est pas dit « oh là là, c'est cher ». Quand on a électrifié l'ensemble de notre territoire, quand on a fait tous ces réseaux de gaz, d'eau, d'électricité, de téléphonie, on ne s'est pas arrêté en disant « oh là là, c'est très cher ». Et pourtant, je crois que la France, il me semble qu'elle sortait d'une période un peu compliquée et qu'il y avait beaucoup de choses à faire. On a mis en place des droits sociaux, on a transformé notre territoire, on a fait naître une industrie de pointe, un enseignement supérieur de pointe, de la recherche, de l'innovation, et on a essayé d'améliorer le niveau de vie de tout le monde. Et si les gens voient leur qualité de vie s'améliorer, ils auront beaucoup moins peur de l'avenir. Yes, we can, comme disait un président dans le temps. Bon, c'est parfait. Alors, merci beaucoup, Madame la députée, de nous donner de l'espoir. Bon, si j'ai bien compris, il n'y a pas vraiment de priorité, il faut tout faire. Mais quand on grimpe progressivement la montagne, on s'aperçoit au bout de quelques temps qu'on est déjà à mi-hauteur. C'est ça, le message. En tous les cas, merci beaucoup. Écoutez, franchement, j'espère que quand même vous êtes dans l'opposition, mais vous êtes dans l'opposition constructive. Donc je souhaite que on puisse quand même parvenir à un texte consensuel. C'est l'avenir de la France quand même. Je pense aussi qu'il y a peut-être ce qui relève du Parlement et de la loi, et puis ensuite ce qui relève du décret. Donc peut-être qu'on n'ira pas dans le détail complètement, mais au moins les grandes masses. En tous les cas, merci beaucoup d'être venue, Madame la députée. J'espère aussi qu'on verra beaucoup d'hydroliennes, pas simplement au large du Cotentin. Suffisamment pour avoir un équivalent de 3 réacteurs. Voilà, suffisamment pour avoir 3 réacteurs. Merci encore, bon courage. Merci à vous.